on peut accepter de perdre à un instant T en anticipant de gagner dans 2 ou 3 coups suivants. L'anticipation, la prise de décision sont vraiment des qualités essentielles. Le capitaine doit avoir la totale confiance des joueurs. Si les joueurs n'ont pas confiance dans le capitaine, ils vont pas respecter ses décisions. Aux échecs, on est obligé de jouer un coup. Oui, c'est pour ça que c'est très formateur. Parce qu'en fait, il y a des situations qui sont mauvaises. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne ? Bon, ok, on abandonne, on perd. Donc, ou alors on essaye de se battre. Et il faut jouer quelque chose. Donc, on va essayer de trouver le coup qui va le plus perturber l'adversaire ou le sortir un peu de sa zone de confort dans la position. Même si c'est un mauvais coup, même si on sait que la défaite peut être inéluctable, on continue à jouer. Et puis des fois, il y a des miracles qui arrivent parce que l'adversaire se relâche. Parce que souvent, ce qui est très difficile, c'est de gagner une partie gagnante. Parce qu'on se relâche, en fait. On sait qu'on est gagnant. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Tiffany. Je suis absolument ravie de te recevoir derrière le micro de Feel & Lead. Alors Jean-Claude, tu as été champion de France à 8 reprises du jeu d'échecs en équipe. Tu as été également président de la Fédération nationale du jeu d'échecs. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu enseignes les échecs et tu interviens dans les organisations pour parler jeu d'échecs et stratégie business. Comment es-tu arrivé là à faire du jeu d'échecs ton métier ? Voilà, j'avais quelqu'un dans ma famille qui joue aux échecs et puis le défi de vouloir le battre. Je me suis entraîné tout seul et je suis arrivé à mes fins. Alors au début, c'était pas forcément par la passion du jeu, ça aurait pu être le bilboquet, ça a été les échecs. Et après, je me suis pris de passion vraiment pour ce jeu absolument fantastique en le découvrant en fait. Parce qu'on n'en fait jamais le tour tout simplement et ça m'a donné envie d'aller plus loin et j'ai poussé les portes d'un club et à l'époque le meilleur club français, ce qui a été aussi une grande chance. J'ai eu beaucoup de chance dans les rencontres que j'ai faites et voilà. Ce qui est important aussi dans ton parcours, c'est que tu avais ce côté vie toute tracée en fait. La question elle se posait pas et puis finalement le jeu d'échecs, t'es tellement pris de passion pour ça qu'à 18 ans, tu vas te dire je vais devenir champion d'échecs et tu vas y arriver. Oui, c'est en fait oui, j'avais une voie toute tracée. Je suis fils de bistrot aveyronnais. Mon père avait une boîte de nuit, avait un cabaret, avait un bistrot et j'étais destiné à reprendre l'activité familiale. Il y avait quasiment pas le choix. C'était comme ça. Là, juste, il fallait que je sache compter correctement, calculer correctement. Voilà. Et puis c'est vrai que le jeu d'échecs a tout bouleversé et j'ai pris très tôt, même avant 18 ans, la décision de devenir professionnel aux échecs. J'ai eu la chance que mon père essentiellement m'a vraiment soutenu quand même, malgré que c'était pas son choix initial. M'a vraiment soutenu pour le faire et m'a donné les moyens de le faire au début parce que c'était un pari un peu fou. Faut se rappeler ce que c'était le jeu d'échecs à l'époque en France. C'était rien du tout, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu un sport, un art vraiment très, très prisé chez les jeunes aussi. Mais à l'époque, c'était un pari un peu fou. Et ce pari-là, tu dis, je suis convaincu qu'un jour je deviendrai champion du jeu d'échecs. Alors champion, je sais pas, mais j'étais sûr que j'allais réussir. Ouais. Ça, j'avais vraiment la conviction que alors j'étais pas forcément plus doué que les autres, mais j'avais une force intérieure qui je savais que j'allais réussir, je sais pas pourquoi, c'était comme ça, c'était intuitif. Et bon, quand je suis arrivé en club, comme tout débutant en fait, comme je connaissais rien, je croyais que j'étais très fort. Et en fait, non, j'étais très faible. Et donc, j'ai perdu beaucoup de parties en arrivant. Mais je me suis battu, j'ai corrigé ça, et puis j'ai progressé plus vite que certains, beaucoup moins rapidement que d'autres. Et puis, j'ai la fierté d'être d'une génération qui a dépoussiéré les échecs français, en fait, avec les premiers grands maîtres français, les premiers joueurs titrés. Voilà, une prise de conscience que la France pouvait être aussi
une nation qui compte dans le domaine des 64 cases. Tu interviens aujourd'hui dans les organisations pour faire le rapport stratégie business jeu d'échecs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette discipline? Pourquoi elle a cette métaphore un petit peu avec la stratégie business? Le parallèle avec le monde de l'entreprise, il est flagrant. Le monde de l'entreprise que j'ai découvert vraiment de mon côté il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les qualités pour devenir un bon joueur d'échecs sont également des qualités indispensables pour être un bon décideur, un bon chef d'entreprise. Voilà, l'anticipation, la prise de décision, ce sont vraiment des qualités essentielles et qu'on doit avoir quand on est dans le monde de l'entreprise, qu'on soit décideur ou pas. Et vraiment le parallèle. Et du coup, j'ai commencé, c'est vrai, à faire quelques conférences sur le jeu d'échecs et la stratégie d'entreprise. Et je me suis rendu compte que ça plaisait déjà énormément. C'était incroyable. Il y a une fascination pour ce jeu. Qu'on y joue ou qu'on n'y joue pas, vraiment une fascination. Et en fait, je crois que ça... Alors, c'est bien sûr un chef d'entreprise qui ne sait pas jouer, il va se mettre aux échecs. C'est pas pour ça qu'il va tout d'un coup, une baguette magique, devenir encore meilleur. Mais je pense qu'une pratique régulière, une réflexion sur ce jeu peut apporter beaucoup. C'est pour ça que c'est quelque chose que je préconise au sein de l'entreprise. Rien que dans un espace de vie, laisser un jeu pour que les salariés puissent venir jouer, se détendre et tisser du lien aussi. Et sur le jeu d'échecs en équipe, ça consiste à quoi? Comment ça se passe? Et ça peut se jouer à combien? Alors, il y a des compétitions par 4 échiquiers, 4 joueurs, 6 et 8. Alors, c'est un sport individuel, mais les compétitions par équipe, on joue vraiment en équipe. Maintenant, toutes les équipes ont un capitaine qui, en général, n'est pas joueur, qui observe. Alors, quand on joue le championnat de France des clubs, c'est sur 8 échiquiers. Et en fait, on prépare le match. On sait, on a 4 fois les blancs, 4 fois les noirs. Et c'est le capitaine qui va être le chef d'orchestre? Exactement. Le capitaine, on a eu deux exemples récents où notre capitaine nous fait gagner le titre et l'année d'avant, alors bien sûr, il l'a pas fait exprès, mais une mauvaise décision et le match avait basculé tout de suite en notre défaveur. Oui, parce que si je comprends bien, le capitaine, lui, donc ne va pas jouer, mais il doit avoir en tête les parties de ses joueurs. Oui. Les parties des adversaires. Comprendre ce qui se passe. Ouais. Anticiper ce qui n'existe pas encore. Comment va jouer l'adversaire. Exactement. Et comment va jouer les membres de son équipe. Je ne cache pas qu'il faut être très fort pour ça. Ouais. Aujourd'hui, notre capitaine, c'est un grand maître. C'est-à-dire c'est un joueur qui a un niveau pour jouer le match. Et ses décisions, parce que lui, il doit jouer 8 parties en même temps. Et c'est colossal parce que en plus avec la stratégie que ça représente, est-ce qu'il peut communiquer avec vous au moment où... Alors il n'a pas le droit de parler avec les joueurs, mais il a le droit de dire tu acceptes la nulle, tu peux faire nul, s'il y a des propositions de nul pendant la partie. Voilà. Le joueur a le droit de demander la situation du match, parce que ça va influer sur sa partie. Si on est mal dans le match, le joueur doit avoir l'information qu'il doit prendre des risques. Pour remonter le score. Donc finalement, le jeu du match, au-delà de chaque équipe, de chaque adversaire et membre de l'équipe, tout repose un peu aussi sur le capitaine. Parce que s'il prend la mauvaise décision à l'instant T, en se trompant finalement d'un scénario qu'il anticipe mais qui est pas le bon, vous pouvez perdre la partie. Et puis bien sûr, le capitaine doit avoir la totale confiance des joueurs. Parce que moi j'ai eu le cas récemment, j'ai perdu une partie, il fallait que je force pour gagner parce qu'à un moment il y a eu un mauvais jugement dans le match, donc une partie qu'on a perdue, qu'on n'aurait jamais dû perdre, et du coup je me suis retrouvé être le dernier à jouer, ma position était égale, mais si je faisais match nul, on perdait le match, j'ai forcé pour gagner, j'ai perdu, donc il faut aussi qu'il y ait une confiance mutuelle. Si les joueurs n'ont pas confiance dans le capitaine, ils vont pas respecter ses décisions. Ou ce qu'il faut faire, ou ses directives plutôt. Quand on avait préparé cette interview, je me rappelle de cette phrase que tu m'as dite, aux échecs, on est obligé de jouer un coup. Oui, c'est pour ça que c'est très formateur, parce qu'en fait, il y a des situations qui sont mauvaises. Mais qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Bon, ok.
on abandonne, on perd, donc, ou alors on essaye de se battre. Et il faut jouer quelque chose. Donc on va essayer de trouver le coup qui va le plus perturber l'adversaire ou le sortir un peu de sa zone de confort dans la position. Même si c'est un mauvais coup, même si on sait que la défaite peut être inéluctable, on continue à jouer. Et puis des fois, il y a des miracles qui arrivent parce que l'adversaire se relâche. Parce que souvent, ce qui est très difficile, c'est de gagner une partie gagnante. Parce qu'on se relâche, en fait. On sait qu'on est gagnant. Donc c'est là où on est le plus vulnérable. C'est comme un peu là, le parallèle encore avec le sport. Mais souvent, au football, on prend un but quand on vient de marquer. Les entraîneurs insistent là-dessus en disant attention, on vient de marquer, mais il faut rester bien concentré, rester dans le match. En fait, on sort de son match. Et aux échecs, c'est pareil. On sait qu'on est gagnant. Donc, il y a forcément une chute de l'attention et c'est là qu'on est vulnérable, en fait. Et donc, oui, on est obligé de jouer, quelle que soit la situation. Sans avoir la certitude de gagner à tous les coups. Ah bah non, bien sûr. Ah bah non, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Et notamment dans le jeu, ce que tu m'expliquais, c'est on peut accepter de perdre à un instant T en anticipant de gagner dans 2 ou 3 coups suivants. Oui, en fait, moi j'ai appris cette phrase d'un des rares entraîneurs que j'ai eu, en fait, qui m'avait sorti dans les échecs modernes. Il m'avait dit pour gagner, il faut passer par une mauvaise position. Alors en fait, c'est pas facile à décrypter cette phrase. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que quand on accepte d'avoir une position même inférieure, mais ça veut dire que ça peut être compliqué. Ça laisse du choix à son adversaire. Et plus l'adversaire a de choix, plus il a de chances de se tromper. Alors que si on joue le coup naturel, on va dire, le coup que tout le monde attend, l'adversaire, il est préparé parce qu'il a vu ce coup. Donc il sait déjà ce qu'il va faire. Donc en fait, il y a même un champion du monde comme ça, Lasker, le 2e champion du monde. À son époque, on disait toujours, il était souvent perdant, etc. Mais en fait, il avait bien compris. C'était le grand ami d'Einstein et il avait bien compris la psychologie humaine et en fait le relâchement qu'il peut y avoir quand on est en situation confortable, en position de gagner, on peut se relâcher et surtout on peut avoir du choix, plus de choix, et c'est là qu'on va se tromper. Dans les choix justement qu'on a, comment on va apprendre à décider, et en référence aussi au capitaine, comment on apprend à décider sans avoir toutes les cartes en main. C'est aujourd'hui quelque chose dans les organisations qu'on retrouve aussi beaucoup, dans la prise de décision, dans les comités de direction. On n'a jamais vraiment toutes les cartes en main. Mais... On n'a jamais toutes les cartes en main. Donc il faut juger ce qui va être le moins... c'est un jeu, enfin en tout cas les échecs, c'est un sport de risque calculé. Il y a un grand philosophe, grand maître échiquien, grand penseur, Tartakover, qui disait quand on prend des risques, on peut perdre, quand on n'en prend pas, on perd toujours. Donc la prise de risque, elle doit être partie prenante de ce qu'on fait. On peut pas toujours gagner. Et de toute façon, quand on perd, on en tirera les leçons et on sera plus efficace la fois d'après. Donc il y a une prise de risque, c'est important, mais qui va reposer aussi sur quand même un jugement de la position ou de la situation dans le monde de l'entreprise. Déjà, en rapport à la stratégie globale, générale qu'on a définie. Chaque entreprise a sa stratégie, chaque joueur d'échecs dans une position a un plan, mauvais ou pas, mais mieux vaut un mauvais plan que pas de plan du tout, toujours pour reprendre les termes de ce même penseur et grand maître échiquien. Et donc, il y a une stratégie globale. Après, il y a aussi à l'instant T que nous on appelle la tactique. L'adversaire vient de jouer, c'est l'immédiat. L'actualité, par exemple, pour une entreprise peut être importante parce que l'actualité va donner une opportunité ou pas
Par exemple, on avait un projet et l'actualité fait que, non, on va surtout pas faire le projet maintenant parce que il pourrait y avoir un risque. Voilà. Donc, il faut sentir les coups et pour ça, il faut quand même, avoir travaillé beaucoup, connaître beaucoup de situations ou de positions pour les échecs ou de situations pour le décideur, pour le chef d'entreprise ou celui qui prend ses responsabilités. Et voilà, essayer avec son vécu, de prendre une décision. Mais il faut prendre des décisions. On ne peut pas louvoyer tout le temps, c'est pas possible. Et à prendre des décisions et assumer ces décisions. Et les assumer, bien sûr. Et les assumer, ça c'est très important, parce que si on les assume pas, on peut pas en tirer les leçons si ça s'est mal passé. Si c'est toujours de la faute aux autres, on progresse pas. Aux échecs, si on perd parce que on dit oui mais j'ai pas eu de chance, oui mais mon adversaire a eu de la chance, ça c'est du blabla. Aux échecs, quand on a perdu une partie, c'est ça qui est très formateur. Il n'y avait pas de terrain glissant, il n'y avait pas un arbitrage défavorable, il n'y avait pas le public qui nous a hués. Non, on a perdu parce qu'on a été moins bon que l'autre, a priori. Donc après, on peut être meilleur que son adversaire, le dominer et perdre parce qu'on a fait une gaffe, un coup qui a été mauvais et on perd la partie. Et un peu par hasard, son adversaire y gagne. Mais quand même, la majorité des cas, quand on perd, c'est qu'on a été plus faible que l'autre, moins bon que l'autre. Et tu m'avais dit, quand on avait préparé cette interview, que les échecs apprenaient notamment à rebondir après une défaite, parce qu'on ne pouvait pas gagner à tous les coups. Oui, alors déjà, clairement, si on n'est pas capable de rebondir après une défaite, il faut changer de sport, de passion, parce que la défaite fait partie intégrante du jeu. Et du terme même d'échec, en fait. Oui, voilà. Alors, en anglais, c'est chess. Mais qui vient d'échec. Mais en français, c'est échec. Mais qui vient d'échec, ouais. Voilà, c'est assez négatif, voilà. Ouais. Et oui, il y a, moi je connais beaucoup de très bons joueurs qui ne supportent absolument pas la défaite et qui ont arrêté de jouer parce que c'était pour eux un drame. Moi je sais que quand je perds c'est pas facile, enfin pas quand je perds moi, mais surtout en équipe. Justement, j'en parlais hier soir avec un des meilleurs grands maîtres français, grand joueur, Laurent Fressinet. On en discutait, il me disait oh là là, je me rappelle ta tête quand on a battu ton équipe dernier championnat. Moi c'est vrai que c'était le monde s'effondre, quoi, c'est terrible, mais il faut savoir rebondir. Et je sais que je me rappelle très bien de ces moments-là, et je sais toujours à ce moment-là, même une heure après, je suis déjà dans le futur, et qu'est-ce que on va devoir changer pour justement franchir cette étape et gagner la prochaine fois. Il y a beaucoup d'analyses après coup, sur le jeu, sur les différents coups, j'imagine aussi, qui peuvent se faire ou qu'auraient pu se faire. Et puis aussi sur quand c'est en équipe, on refait la composition d'équipe, peut-être qu'elle n'était pas bonne, pourquoi on a fait tel ordre d'échiquier, parce que ça va du 1 au 8. On refait le match un petit peu. On essaye de comprendre ce qui n'a pas été. Et puis, on se dit aussi, moi, là, en tant que dirigeant, parce que là, je suis pas en tant que joueur, mais en tant que dirigeant, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la saison prochaine, notre équipe soit meilleure ? Voilà, donc c'est changer des joueurs, porter du sang neuf. Voilà, c'est toute une réflexion globale. Il faut accepter la défaite, on va progresser parce que, en tout cas en France, la perception de l'échec est dramatique. On n'a pas le droit à l'échec, en fait. On perd une fois, quasiment, même si on a 20 ans, c'est fini, quoi. Non, c'est pas possible, ça. Au contraire, c'est avec beaucoup de revers, beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs que normalement on arrive à progresser. Et du coup, aux échecs, c'est important pour les jeunes joueurs de dédramatiser le résultat, parce que déjà, ça les enferme très jeunes dans quelque chose qui est difficile quand même. Donc, il vaut mieux parler de qualité de partie, parce qu'on peut très bien jouer. L'adversaire était tout simplement plus fort, et puis perdre. Et on peut gagner, et ça n'a aucun intérêt, parce que l'adversaire était tellement faible
Qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement de cette partie? Ce rapport à l'échec que tu cites notamment en France, c'est vrai qu'on a un rapport à l'échec particulier. Est-ce que tu penses que la peur de l'échec fausse aussi la capacité de prise de décision, notamment dans les organisations? Oui, complètement, parce que dans la mesure où enfin, c'est ma perception, hein, on accepte très mal une situation d'être en échec, que du coup, que ce soit professionnellement, que ce soit dans le sport, que ce soit, du coup, c'est tellement mal vécu, et surtout, c'est le regard en fait qui pose problème, c'est surtout le regard des autres. Ah, on a échoué. Oui, ok, on a eu une expérience professionnelle malheureuse. Et alors? C'est peut-être pas de notre faute. C'est peut-être de la faute aussi du contexte. On en vit tous des situations malheureuses. C'est comme ça. Mais ça doit pas être définitif. Et puis, on range aussi un peu trop les gens dans des cases et ils n'ont pas le droit de sortir de ce cadre, de cette voie tracée. Non, on peut très bien. Là, c'est un des aspects positifs qu'on a vécu avec la pandémie, je trouve, où il y a quand même plein de gens qui se sont réinventés avec ce qui s'est passé. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve. Ça, c'est un bon signe. Qu'est-ce que tu dis aux personnes, aux joueurs que tu entraînes et notamment aux dirigeants avec qui tu peux échanger dans le cadre de stratégie business et puis toi-même en tant que chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu leur dis quand ils échouent? Alors, ça dépend un petit peu des situations. Si c'est un joueur d'échecs, demain c'est un autre jour et puis il y aura une autre partie. Il faut enchaîner. Le problème, c'est que dans la vie, que ce soit au travail ou sa vie personnelle, il y a pas on peut pas rejouer une partie dès le lendemain. Donc forcément, je crois qu'il faut se remettre déjà en question. Déjà, la première chose, il me semble, c'est savoir ce que nous on a raté. Après, on n'a peut-être rien à se reprocher parce qu'on peut avoir une situation d'échec et pas avoir fait d'erreur majeure. Voilà, essayer d'analyser la situation, je crois sereinement, à tête reposée, jamais prendre de décisions hâtives. Et même si c'est plus facile à prôner pour les autres qu'à s'appliquer à soi-même, mais aussi, on apprend. On apprend de ses erreurs et on dit toujours tout ce qui me tue pas me rend plus fort. Oui, je pense que c'est assez juste. Hein. Ou alors Mandela qui disait je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer ces petites phrases comme ça qui font du bien et qui peuvent nous remettre d'équerre et puis encore plus fort qu'avant, quoi. Et dans un objectif de saisir les opportunités, j'imagine aussi qui peuvent se dessiner ou justement tu parlais de se réinventer. Un échec va être un instant T, mais peut être une autre route à prendre pour saisir une opportunité qu'on n'aurait pas vue si il n'y avait pas eu cet échec. C'est peut-être un signal aussi, une alerte. Peut-être une mauvaise direction professionnelle aussi. Pourquoi pas? Peut-être qu'on n'est pas fait. Des fois, on pense qu'on est fait pour faire telle chose et telle chose, puis en fait, non. Et alors, c'est difficile parce que justement, on vit ça assez mal. On s'est investi dans quelque chose, puis ça réussit pas. On se rend compte que finalement, c'est pas notre truc. On a du mal à l'admettre déjà. Alors du coup, on le vit pas bien. Et puis là, il y a un processus négatif qui se met en place. Moi, je pense qu'il vaut mieux. Voilà, la prise de décision, c'est aussi ça. Il y a quelque chose. Ok, que ce soit douloureux ou pas, par exemple une séparation. Si tout le monde est malheureux, il faut mieux arrêter, quoi. Enfin, on va pas continuer à être malheureux parce que je pense qu'il faut prendre des décisions dans la vie. Elles sont douloureuses une bonne fois pour toutes et ça permet de repartir. Alors c'est pas facile évidemment à faire, hein, mais je pense que il faut pas hésiter en fait. Et quand on parlait de prise de décision en travaillant cette interview, tu m'avais parlé notamment de la stratégie, de la tactique et de l'intuition qui servent aussi à la prise de décision et qui ont une temporalité différente. Ouais, alors déjà souvent les gens font pas la différence entre la stratégie et la tactique. La stratégie en fait, ce qui est difficile,
de se fixer un cap, c'est souvent aussi de savoir ce qu'il faut faire quand il n'y a rien à faire. Par exemple, aux échecs, il n'y a pas de menace, ni pour son adversaire, ni pour soi-même. Donc là, il faut savoir replacer ses pièces, améliorer sa position. Dans le monde de l'entreprise, il peut y avoir une période faste ou creuse, parce qu'il n'y a pas de commande, etc. Mais il faut quand même essayer de faire quelque chose. On ne peut pas attendre, parce que si on attend, c'est la pire chose. Stratégie militaire aussi. Là, on est dans une situation, par exemple, c'est vrai que ce qui se passe en Ukraine, on a la guerre à porte de l'Europe. On voit bien que les gouvernants, nos gouvernants, que ce soit français, allemands, etc., ils restent pas les bras croisés à attendre de savoir ce qui va se passer. Chacun, enfin j'espère, prépare une éventuelle défense, donc il n'y a rien à faire parce qu'on n'est pas impliqué directement dans le conflit. Mais il faut quand même faire quelque chose, parce que ne rien faire, ça serait catastrophique. Voilà, c'est ça que je veux dire, en fait. Et un petit peu dans le monde de l'entreprise, c'est un peu pareil. Après, la tactique, c'est l'instant T. Il faut répondre à une situation, favorable ou pas, et il faut prendre des décisions. Et là, c'est vrai que le vécu, l'expérience, donc l'intuition, va jouer un rôle important. Et vous avez dans le jeu d'échecs des prises de décision, je crois, qui peuvent être très longue comme extrêmement rapide. Ah oui, parce qu'une partie dure à peu près 4-5 heures, une vraie partie de classique. Donc en général, les premiers coups, on les joue assez vite parce que c'est l'ouverture. Quand on est un joueur d'un certain niveau, on sait ce qu'on joue, on connaît les idées, etc. Après, il y a le milieu de jeu, où là, c'est le combat vraiment qui commence. La créativité, l'expérience, la force du joueur qui va faire le job. Et puis, après, si en milieu de jeu, il n'y a pas eu un camp qui l'a emporté, il y a la fin de partie. Quand il y a un peu moins de pièces sur l'échiquier, pas parce qu'il y a moins de pièces que c'est pas moins compliqué, au contraire, c'est un paradoxe, mais c'est très très dur. Les finales, c'est vraiment un domaine très très difficile à jouer. Et donc souvent aussi, souvent tout le temps, on a un nombre de coups à jouer avec un certain temps. Donc en général, c'est une moyenne de 2 heures pour jouer 40 coups. Mais des fois, on peut se retrouver, on a utilisé 1h50 pour jouer les 25-30 premiers coups. Et il faut jouer les derniers rapidement. Ce qu'on appelle, on est en Zeitnot, du terme allemand, crise de temps. Il faut jouer vite. Et là, il faut garder la stratégie d'ensemble, parce qu'on a mis en place un jeu, un plan, mais on doit quand même, bien sûr, regarder ce que fait l'autre, parce que sinon, aucune chance, parce qu'il faut adapter sa stratégie à la stratégie de l'adversaire, à ses menaces tactiques aussi. Voilà, et donc là, il faut prendre des décisions rapidement, et souvent, dans ces cas-là, on n'a pas le temps de calculer, c'est vraiment là, on y va... Un peu à l'intuition. Oui, l'intuition, on sait quand même à peu près où doivent être passés. L'expérience, voilà, parfois le bluff aussi un petit peu. On n'est pas... Le jeu d'échecs, c'est pas une science exacte. On n'est pas obligé de jouer le meilleur coup. On va jouer le coup qui va le plus embêter l'adversaire aussi. Ça, parce que le meilleur coup, il n'y a que les ordinateurs aujourd'hui qui jouent les meilleurs coups tout le temps. Quelle est la part, il y a la stratégie, il y a la tactique. Tu me disais, je crois qu'il faut minimum 10 000 heures de travail pour être un bon joueur. Pour être très fort. Pour être très fort. Avec une vraie différence entre la notion de travail et de jouer. Puisque le travail, ça va être la capacité d'analyse, ça va être revoir les grands matchs. Il va y avoir c'est le fait de mettre en action et de jouer. Les capacités humaines d'aller ressentir ce que peut potentiellement jouer un adversaire, l'intuition, comment on va la travailler. Alors, il y a plusieurs façons de travailler. Pour moi, la plus importante, bien sûr, faut connaître les grands classiques, les grandes parties. Connaître l'histoire du jeu, les grands champions, analyser les parties des grands joueurs, ça c'est indispensable. Après, il faut travailler ses propres parties. Parce que vous faites pas, malheureusement, un joueur amateur, ou même un bon joueur, ne fait pas les mêmes fautes que le champion du monde. C'est un peu plus sophistiqué, les erreurs du champion du monde. Donc, analyser ses propres parties, travailler les phases de jeu qui
qui sont universels comme le milieu de jeu et les finales, et puis après travailler son répertoire d'ouverture quand on est un bon joueur déjà, parce qu'il faut essayer de prendre le dessus assez vite sur son adversaire. Mais ça c'est vraiment alors souvent les amateurs travaillent, ils s'imaginent qu'ils vont progresser en travaillant les ouvertures d'abord. Ça paraît logique, c'est le début de la partie, mais en fait non, il faut d'abord étudier le milieu de jeu final pour comprendre pourquoi on va jouer tel coup dans l'ouverture. C'est un peu un paradoxe. C'est pas facile à expliquer aux... Mais il y a une question de temporalité. Tous les coups ne sont pas bons à jouer au même moment. Non. Alors, c'est ça qui fait la différence entre un très fort joueur, un bon joueur et puis un amateur. C'est que les forts joueurs, il y a même des coups, ils vont même pas les envisager. Naturellement, enfin, ils vont même pas regarder. Pour eux, ça fait pas partie de... Ils voient une position, alors que moi, par exemple, je travaille souvent avec des grands maîtres, je vais proposer un coup, ils vont me regarder, ils ont même pas pensé à ce coup-là, parce que c'est pour eux obligatoirement mauvais. Il y a une sélection, en fait, c'est ça la différence, c'est qu'en fait, quand on est un joueur assez faible, ou même un bon joueur, mais par rapport à un grand joueur, on perd du temps, nous, à regarder des coups qui, en fait, sont pas terribles. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois, j'étais très content d'une partie, d'un coup que j'ai joué, puis je me rends compte à l'analyse que c'était vraiment pas terrible, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est le niveau de jeu, c'est le niveau de compréhension, tout simplement. En fait, c'est le même jeu, mais c'est les mêmes règles, je veux dire, mais on joue pas au même jeu. Et c'est d'ailleurs ce que tu me disais quand on avait préparé cette interview, la question des organisations et business, tu m'avais dit, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a 10 ans d'avance sur son temps, notamment dans des idées, on en a tous, parfois on propose quelque chose, et puis en fait, c'est pas le bon timing. Et tu me disais, il n'y a aucune mauvaise idée. Oui, moi je l'ai un peu vécu quand j'étais président de la fédération. On avait, avec mon équipe, on avait plein d'idées nouvelles, en fait. Plein d'idées nouvelles, et certaines de ces idées, on les a mis en application. Ça n'a pas eu un franc succès, et je me rends compte aujourd'hui que c'est la norme. Par exemple, on avait pour les équipes de France Jeunes, moi j'avais voulu qu'il y ait un coach mental. Ça avait été très très mal perçu à l'époque. Et aujourd'hui, on voit bien... Dans le sport. Ils ont tout. Et en fait, ça s'était vraiment même mal passé. On avait dû arrêter parce qu'on avait un tollé général des parents, des entraîneurs qui comprenaient pas pourquoi la fédération mettait à disposition de l'équipe un coach mental qui savait pas jouer aux échecs en plus. Alors ça, c'était le pire crime. Voilà. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est complètement indispensable. Moi, en tant que parent de jeunes joueurs d'un bon niveau, je le réclame parce que c'est hyper important. Ils ont tellement de pression très jeunes. Faut savoir qu'en plus aux échecs, il y a des champions, des joueurs qui ont 10, 11, 12 ans, mais qui sont monstrueusement forts aujourd'hui. Et s'ils n'ont pas, ce sont des enfants quand même, s'ils n'ont pas un soutien mental fort, il peut y avoir des problèmes pour eux dans leur construction, tout simplement, parce qu'ils sont déjà baignés très jeunes dans un monde d'adultes, en fait. Ils n'ont pas d'enfance, ils font des tournois, et ça peut être hyper dur. Donc c'est hyper important d'avoir un soutien, d'avoir un coach qui va mentalement aider dans les situations difficiles, de défaite notamment. Et sur la partie business et organisation, selon toi, comment on peut savoir que c'est le moment de prendre une décision, de savoir qu'une idée, c'est le bon moment de la prendre ? Alors déjà, il faut, si on pense que c'est la temporalité est bonne, il faut y aller, il faut prendre la décision. Puis si c'est effectivement ça marche pas, si on y croit, si on croit très fort dans une idée. Il faut y aller. Après, si on aura toujours des regrets, si on a temporisé, si on a trop attendu, peut-être quelqu'un peut avoir du coup dans le monde de l'entreprise la même idée, et puis oui, on l'avait, mais on n'a pas pris le risque. Moi, je pense qu'il faut lâcher les coups, en fait. Tu m'avais expliqué aussi dans le jeu d'échecs que quand on prend une décision, ce qui est important aussi, à chaque fois qu'on en prend une, c'est de faire un peu de table rase
et de regarder la décision qu'on va prendre ou qu'on a prise avec un œil neuf. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors ça c'est très important quand on joue une partie. Déjà, je vais me mettre sur le plan échiquéen. On joue une partie, souvent, on a des idées dans une partie et on peut être impatient, on a envie de l'appliquer. On a vu un joli thème de maths ou une combinaison assez sympa. Mais le problème, c'est que l'adversaire vient de jouer un coup. Donc si ça se trouve, le coup qu'il vient de jouer, il empêche ce qu'on a prévu. Alors souvent, il y a des joueurs, surtout des joueurs inexpérimentés, qui continuent leur idée, quoi qu'il arrive. Et évidemment, ça marchait plus, et voilà. Et une belle idée peut passer à la trappe, parce qu'on n'a pas été vigilant. Donc ce qu'on recommande, c'est toujours de mettre, dès que l'adversaire a joué son coup, on oublie le passé, et puis on remet tout à plat, un peu comme une thérapie. On met à plat, et puis on regarde ce qu'il veut faire, pourquoi il a joué ça, on essaye de comprendre, est-ce qu'il a des menaces tactiques, une menace immédiate, ou à ce moment-là, où il n'y a rien. À ce moment-là, on peut reprendre le cours de notre réflexion et de l'idée qu'on avait. Il y a aussi, parfois, souvent, on a une idée, elle ne marche pas. Et puis l'adversaire joue un coup, et l'idée, maintenant, fonctionne. Mais comme ça n'a pas marché une fois, on n'ose pas rejouer. On la range au placard, et puis voilà, terminé. Non, il faut toujours remettre le couvert, si je puis dire, pour, ça marchait pas le coup d'avant, peut-être maintenant ça marche, ça marche pas encore, peut-être ça marchera le coup d'après. C'est pour ça qu'il faut remettre systématiquement à plat, et dans la vie de tous les jours, dans le monde de l'entreprise, on peut avoir des réussites à un moment, être un peu grisé par ces réussites, et puis croire que ça va toujours fonctionner de la sorte. Et puis là, on se plante parce que non. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce recul, de remettre à plat les situations pour les revoir d'un œil neuf, comme si on les voyait pour la première fois. Et en fait, est-ce que c'est ça qui permettrait quelque part de muscler d'avoir cette notion de temporalité, donc de timing et de situation, et qui va permettre, même si ça marchait pas à un instant T ou que ça a marché à un instant T, de revoir la situation différemment et peut-être de sécuriser un coup plus tard. Tout à fait. C'est à mon avis une bonne approche, et c'est important de le faire parce que parfois, c'est vrai, des fois, il y a des personnes, que ce soit professionnellement ou aux échecs, qui ont une réussite même insolente, quoi. Et ces personnes-là, parfois, elles peuvent tomber de haut aussi, parce que elles ont jamais connu l'échec. Et elles peuvent tomber de haut parce que, et surtout, elles s'imaginent que, comme ils ont eu des réussites avec une certaine méthode, que ça sera toujours la bonne et unique méthode pour gagner, dans leur domaine, évidemment. Non. Et comment on apprend à regarder une situation avec un œil neuf, en mettant de côté un peu ses certitudes ? Oui, il faut oublier ce qui a marché, même ce qui n'a pas marché, déjà, pour avoir un jugement vraiment le plus clair possible de la situation. Mais ça reste assez difficile quand même de se défaire. Oui, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Et aux échecs, quand on joue une partie, il faut le faire à chaque fois que l'adversaire joue un coup. Et j'imagine dans un temps record, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire. Oui. En moyenne, vous avez combien de temps ? En moyenne 3 minutes par coup. Ah oui, donc en 3 minutes. Oui, en moyenne, on peut réfléchir. Il y a des coups qu'on va jouer à tempo, et d'autres, on va passer 15 minutes, 20 minutes, voire plus sur un coup. Dans le jeu d'échecs, quand vous avez 3 minutes à la fois pour analyser la situation de l'adversaire, vous décidez... En temps moyen. Vous prendre une décision, ça reste un temps assez court, donc vous avez quand même cette capacité d'analyse qui est en fait presque surentraînée à l'analyse et à la prise de décision. Oui, alors le joueur, ça va être plus compliqué pour le joueur expérimenté, parce que lui, il a plein d'idées qui vont arriver en tête, alors que le joueur moyen, voire faible, il n'a pas tous ces schémas de jeu en tête. Donc, ce qu'on appelle, nous, les coups candidats. Un grand maître, dans une position donnée, il va avoir 3, 4, 5 coups candidats. Un amateur,
Allez, 1, c'est bien déjà. Bah, allez, 2, je suis gentil. Du coup, le joueur expérimenté va devoir analyser plus de situations dans le même temps. Parce que lui, il va devoir calculer les conséquences de 3, 4, voire 5 coups, voire peut-être même plus dans certaines positions. Parce qu'il y a plein d'idées, parce que comme il a une expertise du jeu, il a plein de schémas qui vont arriver en tête, des positions qu'il a travaillées. Et alors, quelqu'un qui est peu expérimenté, non. Donc ça sera plus facile pour celui qui est peu expérimenté de jouer un coup. Bon, il sera pas bon, ou moyen, mais... ou moins bon en tout cas que le coup du grand maître, ça c'est sûr. Plus on va avoir de l'expérience, plus on va muscler en fait aussi. Plus on va avoir de choix. Mais ça rend encore plus compliqué la prise de décision. Oui, plus mais on a de choix, plus c'est difficile aussi, non ? Oui, mais ça risque aussi d'être plus performant aussi. On va être plus performant, forcément. Et comment on arrive justement à prendre des décisions à la fois quand on a une multitude de choix qui s'offrent à nous, et en même temps, il y a cette question de performance parce que il y a un certain nombre d'années derrière soi de pratique. Comment Alors, tu fais pour... Dans la vie de tout, enfin dans le monde de l'entreprise, ça dépend aussi de dans quel secteur d'activité on est. Parce que si on est dans un secteur concurrentiel, on a des adversaires. Il ne faut pas que la concurrence, il faut être précurseur ou aller plus vite que la concurrence pour les idées nouvelles, pour ce qui va marcher, etc. Quand on est dans des secteurs, on va dire, où il n'y a pas de concurrence, il faut simplement être bon. Je sais pas, je me rappelle, j'avais fait une conférence dans une société de géomètres experts. Eux, ils n'ont pas de comment dire, ils sont pas concurrentiels avec des produits, etc. Voilà, donc eux c'était un petit peu différent. Mais oui, ils vont prendre une décision. Plus ils vont avoir d'expérience, plus ils vont avoir vécu de situations. C'est pour ça que aussi dans une entreprise, on a besoin. Moi, je comprends pas ce comment dire. Ce problème de l'âge, en fait. Alors, je dis ça peut-être parce que maintenant, j'arrive à un âge avancé, mais un jeune, aujourd'hui, qui sort de l'école, il a forcément des connaissances probablement supérieures, connaissances théoriques, supérieures à quelqu'un de plus âgé. Mais l'expérience de l'autre, en fait, les deux sont hyper complémentaires. Il ne faut pas opposer au sein de l'entreprise les plus jeunes et les plus anciens. Parce que la mémoire de l'entreprise, c'est hyper important. Ne pas reproduire, justement, comme aux échecs. Un joueur, il va devenir fort parce qu'il ne va pas reproduire les erreurs qu'il a faites. Les plus âgés d'une entreprise, ce sont la mémoire de l'entreprise. Donc, ils ont connu les erreurs. S'ils ne sont plus là, on va refaire les mêmes erreurs. En fait, de mélanger l'intergénérationnel, ce que je comprends, va permettre finalement de gagner aussi en performance pour l'entreprise. Et d'être plus fort. Du coup, est-ce que tu penses que cette capacité de rétablir du dialogue justement entre les générations, comme le jeu d'échecs peut l'être, peut aussi peut-être un peu déconstruire les idées reçues et les certitudes que peuvent avoir deux générations l'une envers l'autre? Concernant les certitudes. Alors déjà, avoir des certitudes, ça peut être une très bonne chose. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut avoir confiance en soi. Donc les certitudes, ça va nous donner une confiance qui est indispensable. Mais il ne faut pas être dogmatique. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'il n'y a toujours qu'une seule voie, ou c'est pas parce qu'on a remporté beaucoup de victoires avec que ce soit dans la vie professionnelle ou aux échecs, avec une certaine façon d'agir, que ça va tout le temps se passer de la même façon. Donc les certitudes, il faut s'en méfier parce qu'elles peuvent aussi nous desservir. Il y a eu notamment un match de championnat du monde comme ça entre Capablanca et Alekhine en 1927, je crois. Entre vraiment un génie, Capablanca, qui était un joueur naturellement, sans réfléchir, il trouvait le bon coup. Et en fait, Alekhine, quand il a préparé le match, il a fait de cette force une faiblesse. C'est-à-dire, il s'est dit, il est tellement sûr que le premier coup qui lui vient à l'esprit, c'est le bon, que du coup, il va rien calculer.
Et du coup, Alekhine, il a fait toute sa préparation du match dans le calcul des variantes pour essayer d'aller le plus loin possible. Et il a réussi à battre l'invincible Capablanca, qui était resté, je crois, 7 ans sans perdre une partie. Pas certain, mais quelque chose comme ça. Donc, voilà, un exemple, quand on est trop sûr de soi, on peut être un peu hors sol aussi. Et du coup, et c'est là qu'on peut être vulnérable. Donc oui, des certitudes parce que ça me donne confiance, mais attention parce que ça peut se retourner, ça peut être une force qui se retourne contre soi aussi. Alors concernant le côté intergénérationnel qui est très présent dans le jeu d'échecs, c'est vraiment un des rares sports où personnes âgées, jeunes se côtoient et s'apportent beaucoup en fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des cloisonnements que dans le monde de l'entreprise ou dans la vie de tous les jours. Et donc, dans le monde de l'entreprise aussi, c'est ce côté intergénérationnel, il n'est pas assez exploité. Parce qu'on a tous à apprendre de jeunes pour leur enthousiasme, leur fraîcheur, leur aussi... Moi, je vois au niveau des nouvelles technologies, par exemple, moi, je suis pas bon, quoi. Donc, si j'ai pas mon fils ou des jeunes que j'arrive à côtoyer, qui me donnent des conseils, qui m'aident même, c'est super, quoi. Et puis surtout leur apporter aussi une expérience qu'ils n'ont pas. Alors, c'est bien aussi de faire sa propre expérience, mais si on peut avoir quelques exemples de choses qui sont bien placées ou mal passées, et dans le monde de l'entreprise, pour moi, c'est gagnant-gagnant d'avoir des jeunes et des moins jeunes. C'est clair. Tu parlais juste avant de certitude et le fait de ne pas être non plus dogmatique. Est-ce que par rapport aussi au jeu d'échecs, apprendre à perdre avant de gagner, est-ce que le jeu t'a appris à douter autrement ? Tout à fait, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est même un bon signe d'ailleurs. En fait, dans ma progression aux échecs, plus j'ai progressé, les phases où j'ai vraiment progressé, j'avais l'impression de jouer de plus en plus mal. En fait, c'est bon signe. Parce que ça veut dire qu'on a un regard différent sur son jeu, un regard beaucoup plus expert. Ça veut dire qu'on a progressé en fait, puisqu'on est capable d'analyser soi-même ses erreurs, pourquoi on a perdu, comment on peut corriger, etc. Et du coup, ça peut être aussi un peu destructeur. En tout cas, ça l'a été un peu pour moi. Parce qu'on peut se décourager, parce qu'on se rend compte de ses erreurs, et puis comme on a les capacités techniques à vraiment identifier les mauvais coups qu'on a joués, on se rend compte en fait, plus on progresse, qu'on joue beaucoup de mauvais coups. C'est la même chose, quand des doutes vont nous accompagner à l'issue d'une réunion ou... qui peut bien ou mal se passer d'ailleurs, peu importe. Ou de prise de décision d'ailleurs. Ou de prise de décision, on peut ne pas être content, ne pas être satisfait, mais c'est plutôt bon signe. Ça peut être bon signe, ça veut dire que on a progressé, on est plus expert et on est à même de juger ce qui est bien et pas bien. Et qu'est-ce que la discipline du jeu d'échecs t'a apporté en tant que chef d'entreprise aujourd'hui? Alors ça m'a surtout apporté à anticiper les problèmes. Ouais. Ça c'est, je me rappelle un mauvais payeur qu'on a mis au tribunal et je me suis demandé comment il allait s'en sortir. Et je me suis mis à sa place. Je me suis dit bon, ok, je suis pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation ? Et j'ai trouvé quelque chose qu'il a effectivement fait avant l'audience au tribunal. Et comme j'avais anticipé, ça n'a pas posé de problème et ça n'a rien changé. Alors que si j'avais pas anticipé et que j'avais pas préparé ce coup de poker en fait de bluff qu'il a tenté, notre opposant, voilà, peut-être qu'il y aurait eu, ça aurait semé le trouble, alors que bon, tout était
voilà, ça, là, c'est une situation où le jeu d'échecs, mais c'est surtout dans les, on va dire, pour éviter des ennuis, des réactions, éviter des problèmes. Que ça m'a aidé. Anticiper d'éventuels problèmes qui pourraient survenir. Il y a une sorte de gestion de risque presque intuitive où en fait... Oui, alors on peut pas tout contrôler évidemment, mais c'est quand même plus facile quand on est dans une situation donnée. Si on a réfléchi à la question, c'est plus facile quand même de prendre une décision. J'ai un autre exemple. Quand j'étais candidat à la présidence de la fédération, en 2005, 2004, c'était le vote en 2005, j'avais anticipé des situations qu'allaient faire mes opposants, enfin ceux que je voulais battre aux élections. Et j'ai plutôt bien deviné. Et comme je m'étais préparé à ces diverses situations, je les ai beaucoup mieux appréhendées parce que j'étais prêt. Donc j'ai pas pris une décision à l'emporte-pièce. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'être joueur d'échecs, ça aide dans ce genre de situation. Est-ce que tu penses aussi que c'est pour ça qu'il y a un intérêt grandissant aussi des entreprises pour le jeu d'échecs ? Toi, tu le vois et tu l'expérimentes au quotidien en tant que chef d'entreprise. Comment ça développe ta capacité de prise de décision, d'anticipation des risques ? Tu es d'ailleurs, je crois, le créateur et l'organisateur des championnats d'Europe des entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors effectivement, cette idée a germé... dans la fin en 2015-2016, je me suis dit, justement de par l'intérêt, j'étais devenu moi-même chef d'entreprise, gérant d'entreprise, donc et voyant que le jeu d'échecs m'a quand même apporté. D'ailleurs, c'était ma seule formation, quasiment, d'être joueur d'échecs quand je me suis lancé dans le monde de l'entreprise. Donc, a germé l'idée d'organiser un championnat des entreprises. Alors, championnat d'Europe, parce que j'avais des relations avec la Fédération européenne, l'European Chess Union. Et l'idée, il y avait deux idées. Il y avait effectivement l'apport que le jeu d'échecs pouvait apporter à ces entreprises, et puis également l'apport de ces entreprises pour le jeu d'échecs, notamment en développant des partenariats, parce que le jeu d'échecs, c'est une belle image. Une très belle image, c'est l'image de l'excellence, de la réflexion. Donc une entreprise, elle peut être intéressée par ces valeurs. Et donc au début ça a démarré modestement, puis là maintenant ça rencontre un grand succès. Dernier championnat qu'on a organisé à Asnières début novembre, il y avait quand même il y avait trois équipes de Google, dont une avec le prix Nobel de chimie 2024, Demis Hassabis. On voit bien que beaucoup d'entreprises ont envie d'investir sur le jeu d'échecs, mais non pas investir en tant que partenaire. Ça oui, il y en a de plus en plus, mais vraiment pour leurs salariés, pour développer des réflexes, des bons réflexes par rapport à leur environnement, par rapport à leur univers, par rapport à ce qu'ils font. C'est pas un hasard si le jeu d'échecs a été quand même pendant longtemps le support pour l'intelligence artificielle, support de recherche. C'était le jeu d'échecs parce que ça met en action toutes les facultés, toutes les facettes du cerveau humain. Donc, et d'ailleurs, on ne sait pas, nos possibilités, parce que ça se trouve, on utilise, je sais pas, peut-être 15-20% de nos capacités intellectuelles. Peut-être que les futures générations vont développer ça encore de façon plus remarquable, encore. Mais, et ça, on voit qu'il y a vraiment un intérêt quand on voit les grandes entreprises qui participaient. J'ai cité Google, mais pour la France, il y avait Dassault, Thales, j'en oublie forcément qui étaient là, mais vraiment, on sent qu'il y a un intérêt, et le jeu d'échecs a vraiment de belles heures, belles années devant lui, parce que c'est un sport toujours, une discipline toujours aussi fascinante, mais qui peut apporter beaucoup, et notamment aussi pour les enfants à l'école.
Parce qu'on apprend par le jeu. On apprend par le jeu. Et ça, c'est... Et puis, ça ouvre tellement l'esprit à découvrir des choses. Moi, je sais, à titre personnel, dès que je me suis mis à jouer aux échecs, j'ai eu envie d'aller au cinéma, j'ai eu envie de lire, je me suis intéressé à des choses à lesquelles je m'intéressais absolument pas. Ça m'a ouvert l'esprit, vraiment, quoi. Et on rencontre des gens incroyables. Vraiment, le jeu d'échecs intéresse de plus en plus les grandes entreprises cotées en bourse ou qui sont dans les nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux. Et c'est pas un hasard parce que toutes les facultés qui permettent d'être un bon joueur d'échecs peuvent être dupliquées dans le monde de l'entreprise pour justement améliorer les performances, la réflexion, la stratégie. Et ça permet la prise de décision, mais aussi d'avoir une vision à long terme. Et en même temps, une capacité de décision à court terme. Est-ce que tu penses les entreprises pourraient avoir un avantage finalement à utiliser les échecs comme un outil pour muscler les capacités cognitives, en tout cas mettre à disposition pour muscler les capacités cognitives des collaborateurs justement dans ce contexte d'incertitude où seule la donnée ne suffit plus? C'est pas toujours facile et on est vraiment dans une époque où il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses volatiles, beaucoup d'incertitudes et le fait de se raccrocher peut-être à une discipline qui pose des choses et qui va forcément rassurer. Et puis également, bizarrement, qu'on ne demande pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais ça crée du lien, le jeu d'échecs, entre les gens. Si tu devais transmettre une seule leçon de ton parcours où le jeu d'échecs t'a appris quelque chose, ce serait quoi ? Par rapport à mon parcours, d'avoir pris la bonne décision de pas avoir été là où on m'attendait en fait. Voilà, c'est-à-dire j'étais programmé pour être alors ce qui n'est pas du tout un déshonneur, au contraire, je suis très fier de ça, mais d'avoir été fils de bistrot, j'aurais dû reprendre des affaires de mes parents. Et disons que j'étais pas forcément fait pour ça, même si j'ai été préparé à ça. Et le fait d'avoir été joueur d'échecs jeune quand même, parce qu'à l'époque c'était jeune quand on commence à jouer à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui non, aujourd'hui c'est déjà fini. Si on veut être grand maître, c'est déjà trop tard. Mais à l'époque c'était relativement jeune. Ça m'a permis justement de prendre la décision de choisir ma voie par moi-même et que ce ne soit pas imposé par d'autres. Ça, je pense que ça m'a donné la force de caractère de le faire. Et si tu devais résumer le leadership en une phrase, ce serait quoi pour toi ? Assumer les décisions qu'on prend. Voilà, assumer les décisions qu'on prend parce que la prise de décision c'est vraiment essentiel et assumer parce que si on s'est trompé, on fera pas la même erreur une deuxième fois a priori et du coup on progresse et on est encore meilleur après. Merci Jean-Claude. Merci Tiffany.